Homme, connais-toi toi-même. C'était gravé sur le temple d'Apollon à Delphes. Une petite phrase, mais vertigineuse, hein. Une invitation à regarder à l'intérieur. C'est tout à fait ça. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va explorer ensemble la complexité de l'être humain, En se penchant sur quoi exactement? sur la conscience, la mémoire, et puis cette idée un peu troublante de l'inconscient. On va s'appuyer pour ça sur un texte philosophique, La connaissance de l'homme. D'accord. Et ce texte, il nous propose quoi comme cheminement? Alors on part d'une idée assez classique qui vient de Socrate, se connaître soi-même, ça mène à la sagesse. Plutôt rassurant comme point de départ, hein. Oui, mais on va vite voir que cette idée, elle a été pas mal secouée, notamment par des penseurs qui disent qu'en fait, une bonne partie de nous-mêmes, elle nous échappe. Elle n'est pas sous notre contrôle conscient. Ah, intéressant. Donc l'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, la conscience, la mémoire et cette fameuse part d'ombre, l'inconscient. Exactement. Qu'est-ce qui nous définit vraiment, au fond? C'est ça la question. Et la tension principale, si je comprends bien, c'est est-ce que la conscience, notre capacité à penser, à savoir qu'on pense, ça suffit? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Des forces cachées qui rendent le tableau plus compliqué? C'est précisément ça. Est-ce qu'on est vraiment maître à bord? C'est un peu la question sous-jacente. Bon, bah allons-y. Commençons par le début. La conscience. C'est souvent vu comme le propre de l'homme, non? Oui, traditionnellement, c'est ça. André Lalande, il en donnait une définition assez claire. L'intuition, plus ou moins claire, que l'esprit a de ses états et de ses actes. C'est-à-dire. En gros, c'est savoir qu'on pense, qu'on ressent, qu'on agit, et même pouvoir juger si c'est bien ou mal. D'accord. Et il y a différentes formes de conscience, c'est ça. Tout à fait. On distingue souvent d'abord la conscience psychologique. C'est notre capacité à savoir ce qui se passe en nous et autour. Ça peut être immédiat, spontané, ou réfléchi quand on prend du recul. Comme quand on se dit, tiens, à quoi je suis en train de penser là? Voilà. C'est ce qui permet de connaître le monde et soi-même. Feuillerbach disait même là où il y a conscience, il y a capacité de science. Ok. Et l'autre aspect, C'est la conscience morale, la fameuse petite voix intérieure. Notre capacité à juger nos actions, à distinguer le bien du mal. ah oui, Rousseau en parlait comme d'un instinct divin, c'est ça? Exactement. Pour lui, c'est un juge infaillible, quelque chose d'inné qui nous guide. C'est ce qui fonde notre responsabilité. Et c'est fou de voir à quel point on a lié cette conscience à notre dignité, presque à notre supériorité sur les autres êtres vivants. Ah oui, complètement. Pensez à Descartes. Je ne suis, précisément parlant, qu'une chose qui pense. L'essence de l'être, c'est la pensée consciente. Et Kant aussi, non? Oui, Kant disait que le simple fait de pouvoir dire «je», ça nous élève infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants. C'est vraiment l'idée que notre grandeur, elle est là, dans cette capacité de réflexion. D'accord. Et du coup, cette conscience, elle est liée à l'idée de liberté. Directement. Bergson, par exemple, il voyait la conscience comme la source même du choix. Pour lui, conscience est synonyme d'invention et de liberté. Avoir une conscience, c'est avoir une marge de manœuvre, ne pas être juste un automate. Et Sartre va même plus loin, si je me souviens bien. Tout à fait. Pour Sartre, l'existentialiste, choix et conscience sont une seule et même chose. On est conscient, donc on est libre, et donc on est responsable. C'est radical. Le texte d'Avin aussi, il insiste là-dessus, non? Oui, sur le jugement intérieur. Oui, Alain souligne ce dialogue avec soi-même que permet la conscience. C'est là qu'on se juge, et si on est honnête, dit-il, on sait où est le bien. Bon, alors, la conscience comme pilier de notre humanité, de notre liberté, c'est clair. Mais le texte parle aussi d'autre chose d'essentiel. La mémoire. Ah oui, la mémoire. Memoria. Le pont entre hier et aujourd'hui. Indispensable. Pourquoi indispensable? Sans mémoire, comment on construit une identité qui dure? C'est elle qui conserve nos expériences, qui nous permet de nous reconnaître dans le temps. Bergson, encore lui, disait « conscience signifie d'abord mémoire ». C'est vrai. Être conscient maintenant, c'est aussi se souvenir de ce qui s'est passé avant. Exactement. C'est intégrer le passé au présent pour pouvoir se projeter. On peut même penser à Platon pour qui apprendre, c'était se souvenir de quelque chose qu'on savait déjà. Mais notre mémoire, elle est loin d'être parfaite. On oublie sans arrêt des petits détails, parfois des choses importantes. L'oubli, c'est juste une faiblesse, un bug. C'est une excellente question. Et la réponse du texte est assez surprenante. L'oubli, ce n'est pas seulement un défaut. Il a une fonction positive. Ah bon? Laquelle? Une fonction vitale même.
L'oubli nous aide à trier, à nous alléger. Et imaginez si on se souvenait de tout le temps. On serait écrasé, paralysé. C'est vrai que ça serait invivable. Nietzsche l'a dit très fort. Il est impossible de vivre sans oublier. L'oubli, c'est ce qui nous permet de nous adapter, de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué dans le passé, surtout s'il est douloureux. Donc, oublier, c'est une sorte de libération parfois. Exactement. Une fonction sélective et libératrice. Jean Delay parlait de la nécessité de l'oubli pour que les sociétés surmontent leur tragédie. Et Gusdorff va jusqu'à dire « l'oubli est la condition de l'être humain ». Et le texte de Nietzsche qu'on a, il dit quoi là-dessus? Il est très intéressant. Pour Nietzsche, l'oubli n'est pas passif, ce n'est pas juste une absence. C'est une force active, une gardienne de l'ordre psychique. C'est elle qui permet de faire table rase, de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. C'est la condition du bonheur et de l'action présente. Faire table rase, c'est une image forte. Comme si on devait effacer le tableau pour pouvoir écrire à nouveau. C'est un peu ça, oui. Mais alors, si notre conscience et notre mémoire dépendent aussi de notre capacité à ne pas tout garder, à oublier, ça veut dire qu'elles ne sont peut-être pas si toutes puissantes, qu'elles ne contrôlent pas tout. Vous touchez le point sensible. C'est exactement cette idée qui ouvre la porte aux critiques de la primauté de la conscience. Et ces critiques, elles ne datent pas de Freud, en fait. Non, bien avant. Leibniz, par exemple, parlait déjà d'une infinité de perceptions en nous dont nous ne nous apercevons pas. Des petites perceptions. Voilà, comme si plein de choses se passaient dans notre esprit sans qu'on en ait conscience. L'idée d'une conscience qui serait discontinue, un peu comme des îles de lumière dans un océan d'ombre. Et cette idée va être reprise et amplifiée, j'imagine? Oui, notamment par ceux qu'on appelle parfois les philosophes du soupçon. Marx, par exemple. Marx? Quel rapport avec la conscience? Pour Marx, nos idées, notre conscience ne sont pas si libres et autonomes qu'on le croit. Elles seraient largement déterminées par notre place dans la société, par nos conditions matérielles, par l'histoire. Ah oui, la fameuse phrase ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence sociale ». C'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Autrement dit, notre façon de voir le monde est façonnée par notre vie concrète, notre classe sociale, etc. Ça remet en cause l'idée d'une pure conscience souveraine. Et Nietzsche aussi, il s'attaque à la conscience, mais d'une autre manière. Oui, alors là c'est frontal. Pour Nietzsche, la conscience c'est la partie la plus superficielle de nous-mêmes. Il la décrit comme la plus petite partie, la plus mauvaise. Carrément. Pourquoi si critique? Parce qu'il pense que l'essentiel, la vraie intelligence, la vraie force, elle est dans le corps, dans les instincts, dans la physiologie. La conscience est un instrument mal développé, presque un accident. Il faut, selon lui, renverser la hiérarchie. C'est le corps qui devrait commander, pas cette petite conscience superficielle. Tout ça prépare bien le terrain pour... Pour Freud, oui. Sigmund Freud et sa théorie de l'inconscient, née de la psychanalyse. Freud nous prévient d'ailleurs, pour mieux comprendre la vie psychique, il est indispensable de surestimer la conscience. C'est lui qui va vraiment populariser cette idée d'une partie cachée en nous. Exactement. Il va lui donner une structure, une théorie. L'image connue, c'est l'iceberg. La conscience, c'est juste la pointe qui dépasse. L'énorme masse immergée, l'inconscient, 9/10 selon lui, contiendrait nos pulsions refoulées, nos désirs inavouables, nos traumatismes. Et il va jusqu'à dire que c'est ça la vraie réalité psychique. Oui. L'inconscient est le psychisme lui-même et son essentielle réalité. C'est fort. Et il propose un modèle pour comprendre comment ça marche à l'intérieur, c'est ça? Le ça, le moi, le surmoi. C'est ça. Bon, c'est un modèle, une façon de représenter les choses. Le ça, id en allemand, c'est le réservoir des pulsions brutes, primaires, agressives, sexuelles, la libido qui cherche la satisfaction immédiate. C'est le principe de plaisir. La partie un peu animale, si on veut. On pourrait dire ça, oui. Ensuite, il y a le surmoi, super-ego. Lui, c'est le juge intérieur, la censure. C'est l'intériorisation des règles, des interdits appris de la famille, de la société. Il dit « fais pas ci, fais pas ça ». Le gendarme intérieur, quoi. Voilà. Et entre les deux, il y a le moi, ego. C'est notre partie plus consciente, celle qui essaye de gérer les demandes du ça, les ordres du surmoi et les contraintes du monde extérieur. C'est le principe de réalité. Il essaye de trouver un équilibre, souvent difficile. Si c'est caché, comment on sait que ça existe? Comment Freud peut en être si sûr? On ne le sent pas directement, cet inconscient? C'est la grande objection, bien sûr. Freud répond que l'inconscient, même s'il est caché, il se manifeste. Il laisse des traces, des indices.
On est forcé de reconnaître son existence parce que nous la déduisons de ses manifestations. Et ces manifestations, ce serait quoi, par exemple? Les plus célèbres, ce sont les rêves. Pour Freud, le rêve, c'est la voie royale vers l'inconscient. C'est là que nos désirs refoulés s'expriment, mais de manière déguisée, symbolique. D'accord. Et à part les rêves? Il y a ce qu'il appelle les actes manqués. Ce sont nos petits ratés du quotidien, les lapsus. Dire un mot pour un autre? Oui. Ou oublier un nom, un rendez-vous, faire tomber un objet. Pour Freud, ce n'est pas juste le hasard. Ça trahit une intention cachée, un désir ou un conflit inconscient. Intéressant. Et il y a des manifestations plus graves aussi, non? Oui, bien sûr. Les symptômes des névroses, angoisse, phobie, obsession, hystérie, ou des psychoses, délire, hallucination. Pour la psychanalyse, ce sont des expressions de conflits inconscients très profonds qui n'ont pas pu être résolus autrement. Le texte évoque même l'idée, chez Freud, mais aussi chez Nietzsche ou d'autres, que la violence, l'agressivité ferait partie de notre nature profonde, logée dans le ça. Ça donne une vision assez sombre de l'humain, non? Oui, ça nuance fortement l'image d'un être purement rationnel et bon. Ça suggère qu'il y a en nous des pulsions puissantes, parfois destructrices, qui échappent en partie à notre contrôle conscient. C'est ce qui fait dire à Paul Valéry cette phrase très juste « La conscience règne, mais ne gouverne pas Elle est sur le trône, mais elle n'a pas forcément le pouvoir réel. ». C'est un peu l'idée. On comprend que cette théorie est pu déranger. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord. Le texte présente aussi des critiques fortes contre Freud. Alain, par exemple. Ah oui, Alain est un critique féroce de l'inconscient freudien. Pour des raisons morales, surtout. C'est-à-dire? Il reproche à Freud de présenter l'homme comme un animal redoutable, dominé par ses pulsions. Mais surtout, il refuse cette idée d'un autre moi caché qui nous manipulerait. Pour Alain, c'est dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à la déresponsabilisation. Si on peut dire « Ah, mais c'est pas ma faute, c'est mon inconscient », où est la morale? Où est le sujet responsable? Alain défend l'unité du jeu. Pour lui, l'inconscient, c'est une méprise sur le moi, une idolâtrie du corps. C'est rabaisser l'esprit. Une façon de se trouver des excuses, en somme. C'est ce qu'il pense, oui. Il faut rester maître chez soi. Et Sartre, l'existentialiste, lui non plus n'aime pas l'inconscient, mais pour une autre raison, liée à la liberté. Exactement. Pour Sartre, l'homme est liberté. C'est ça sa définition première. Il est condamné à être libre. L'idée qu'un inconscient pourrait déterminer nos choix, nos actes, c'est pour lui une négation de cette liberté fondamentale. C'est impensable. Donc, invoquer l'inconscient, c'est... C'est faire preuve de mauvaise foi. C'est fuir sa responsabilité, se chercher des excuses pour ne pas assumer ses choix. Sartre est très dur là-dessus. L'homme n'est libre et sans excuses. On agit toujours pour des motifs qui sont conscients, jamais pour des mobiles inconscients. L'inconscient, pour lui, c'est une fiction, un alibi. Quel parcours quand même. On est parti de la conscience reine chez les Grecs et les classiques. Socrate, Descartes, Kant. On a exploré la mémoire et même l'utilité de l'oubli avec Bergson et Nietzsche, puis on a vu comment cette belle image de la conscience a été attaquée, Par Marx, Nietzsche. préparant le terrain pour le séisme Freud et l'inconscient. Et pour finir, on a ces résistances fortes d'Alain et de Sartre, au nom de la morale et de la liberté. Ce qui ressort de tout ça, je crois, c'est une image de l'être humain beaucoup plus complexe, plus nuancée, peut-être plus conflictuelle qu'on ne le pense souvent. Moins unifiée, moins transparente à elle-même. Oui, voilà. Plutôt un champ de tension entre cette volonté de clarté de la conscience et puis des forces plus obscures, qu'on les appelle sociales, physiologiques ou inconscientes. C'est difficile aujourd'hui de nier complètement qu'une partie de nous échappe, après Nietzsche et Freud. Mais l'accepter totalement, ça pose d'autres problèmes, comme le soulignent Alain et Sartre. Exactement. Des problèmes moraux existentiels. Si on n'est plus responsable, qu'est-ce qui reste? Le texte sur lequel on s'est appuyé, d'ailleurs, il semble conclure un peu dans ce sens. Malgré tout, il faut faire prévaloir la raison, la conscience, pour être libre et responsable. Oui, c'est la conclusion proposée. Mais ça nous laisse avec une question pour nous tous, en fait. Laquelle? Si on accepte qu'il y a en nous des influences non conscientes, des désirs, des peurs, qui agissent sans qu'on le sache toujours, comment on fait? Comment on intègre ça dans une vie où on essaye quand même, comme nous invite Sartre ou Alain, de faire des choix conscients, d'être responsable de nos actes? C'est la grande question pratique, en fait. Comment naviguer entre la reconnaissance de nos zones d'ombre et l'exigence de clarté, de choix, de responsabilité qu'on ressent ou qu'on revendique? Comment on gère cette tension au quotidien, dans nos vies, nos relations? Voilà, c'est peut-être ça, la connaissance de soi aujourd'hui.
Non pas une transparence totale, illusoire, mais une lucidité sur cette complexité, sur ces tensions, et un effort constant pour agir au mieux, malgré tout. Une exploration qui n'est jamais finie, en somme. Ça donne à réfléchir.